Si toutes les nuits, tu envisages de demander le divorce parce que tu n'as plus l'impression de vivre avec ton mari ou ton conjoint, mais bien avec un camion de 3 tonnes ou avec une moissonneuse-batteuse, tellement il ronfle et qu'il t'empêche de dormir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans mon plumard, le podcast. On va parler d'un fléau de société, j'entends par là les ronflements. Clairement, le ronflement, c'est un des problèmes majeurs liés au sommeil. Non seulement pour la personne qui ronfle, et on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce ronflement et à quel point ça peut être un véritable problème ou une véritable maladie du sommeil derrière ce ronflement, mais aussi et presque surtout, c'est un fléau pour la personne qui dort avec un ronfleur. Clairement, moi, les personnes que j'accompagne, ce sont majoritairement des femmes et je ne compte plus le nombre de plaintes que je reçois d'un mari ronfleur qui ne se rend pas compte qu'il ronfle, qui minimise le fait de ronfler et qui minimise l'impact que cela peut avoir sur sa partenaire. Et je parle malheureusement au féminin et au masculin, donc au masculin pour la personne ronfleuse et au féminin pour la personne qui subit, parce que dans la majorité des cas, et on va en parler, les hommes sont ronfleurs et les femmes sont hyper vigilantes à subir le ronflement, à subir les nuisances sonores ou voire même à être en hypervigilance à côté, en surveillant la respiration, en essayant de donner des coups de coude pour essayer de déplacer le conjoint. Et donc, oui, je vais parler au féminin et au masculin et genrer les problématiques parce que c'est encore beaucoup le cas. Il y a plus d'hommes qui souffrent de ronflement et plus de femmes qui souffrent d'être conjointes d'un ronfleur. Et en tant que psychologue spécialiste du sommeil, évidemment que aborder le ronflement, c'est fondamental. D'une part parce que ça peut être le reflet d'une maladie du sommeil et ayant travaillé pendant 5 ans dans un laboratoire du sommeil, j'en ai vu des personnes venir consulter, venir passer un test du sommeil pour une cause de ronflement. Mais aussi parce que j'accompagne des personnes qui ont des difficultés d'endormissement, qui ont des réveils nocturnes et toutes ces problématiques peuvent être clairement aggravées dans le cas d'un conjoint ronfleur. Mais avant toute chose, je vais vraiment me concentrer sur pourquoi est-ce que c'est fondamental de détecter la problématique de ronflement et en quoi est-ce que le fait de ronfler pour le ronfleur peut être problématique. Il faut savoir que le ronflement, c'est un des symptômes potentiels des apnées ou des hypopnées du sommeil. Quand on dort, et particulièrement je vais prendre l'exemple de dormir sur le dos, eh bien il y a un relâchement musculaire. Le relâchement musculaire s'opère et particulièrement pendant le sommeil paradoxal et donc les muscles se relâchant, si par exemple, il y a un petit peu de surpoids, voire de l'obésité, eh bien, par exemple, la graisse, malheureusement, ne se met pas que dans les poignées d'amour, mais la graisse peut aussi se mettre dans la gorge. Et ça peut vraiment opérer un poids et avoir un impact sur les voies respiratoires. Je parle ici de surpoids ou d'obésité parce que c'est un facteur de risque d'apnée ou d'hypopnée du sommeil, mais ça peut être aussi d'autres facteurs de risque comme les amygdales gonflées, la mâchoire qui est en rétrognation, donc la mâchoire qui est vers la mâchoire du bas, qui est plus en arrière par rapport à la mâchoire du dessus et qui vient bloquer les voies respiratoires. Ça peut être aussi une déviation de la cloison nasale, ça peut être aussi des polypes, etc. Bref, tout ce qui vient obstruer en fait la sphère respiratoire et les voies respiratoires peut venir bloquer le flux respiratoire pendant la nuit. Avec le relâchement musculaire, les muscles n'ont plus la tonicité pour maintenir les voies respiratoires dégagées comme quand on est réveillé. De ce fait, en dormant, eh bien, il y a un relâchement et potentiellement une pression qui peut se faire sur les voies respiratoires. Ça va, Tyrion? Et toi, tu fais les apnées du sommeil, Tyrion? Cela peut donc arriver que les voies respiratoires soient obstruées. Soit la conséquence de cela, c'est un rétrécissement des voies respiratoires, ou alors, dans le pire des cas,
une fermeture complète et une obstruction totale des voies respiratoires. C'est ce que l'on appelle une apnée du sommeil. Et en cas de rétrécissement du canal respiratoire, c'est ce que l'on appelle une hypopnée du sommeil. Si l'air a du mal à passer dans les voies respiratoires, l'oxygène a des difficultés forcément à circuler. Et donc, le cerveau n'est plus suffisamment alimenté en oxygène. Il y a ce que l'on appelle donc une hypoxie, il y a une diminution du niveau d'oxygène dans le cerveau qui le détecte. Quand le cerveau détecte qu'il y a une diminution de l'oxygène, il envoie un signal d'alarme au corps et il demande au cœur de réagir. Ça libère du stress et ça libère une décharge qui permet au corps de se réveiller pour, en se réveillant, contracter les muscles et enfin libérer les voies respiratoires. Et c'est au moment de la libération des voies respiratoires, après l'arrêt respiratoire de l'apnée, que on respire et que le ronflement a lieu. Je ronfle bien, hein. Ceci est donc le mécanisme des apnées ou des hypopnées du sommeil. Une fois que l'on comprend comment ça fonctionne, on peut comprendre l'impact considérable que les apnées ou les hypopnées peuvent avoir sur le corps. Pour être considéré comme ayant des apnées du sommeil, les critères diagnostiques pour définir un syndrome d'apnée ou d'hypopnée du sommeil sont définis par gravité. De 0 à 5 apnées ou hypopnées du sommeil par heure de sommeil, on est dans une situation totalement normale. Entre 5 et 15, on est dans un syndrome d'apnée-hypopnée léger, que généralement on ne traite pas. À partir de 15 jusqu'à 30 apnée-hypopnée, on est dans un syndrome modéré. Et au-delà de 30 par heure de sommeil, on est dans un syndrome sévère. Ce qui signifie que si on est dans un syndrome d'apnée sévère, il y a des apnées, il y a une perte d'oxygène, il y a une difficulté à respirer plus fréquente que une fois toutes les 2 minutes. C'est extrêmement fréquent et j'avoue que c'est assez impressionnant à voir quand on travaille en laboratoire du sommeil. Parce qu'il y a des caméras dans un laboratoire du sommeil et on peut vraiment voir parfois la personne en souffrance et qui essaye, qui lutte pour respirer et qui n'y arrive pas. Mais elle dort toujours. Et puis le fait d'avoir la décharge du corps qui permet de se réveiller, ça crée un micro-réveil dont on ne se rend pas forcément compte et qui permet d'ouvrir les voies respiratoires, de respirer et puis de repartir dans le sommeil. En effet, l'impact sur le corps peut être extrêmement violent. On peut bien comprendre que en présence d'apnée ou hypopnée du sommeil, on augmente forcément l'hypertension artérielle, les maladies coronaires, on augmente drastiquement le risque d'accident vasculaire cérébral, d'AVC, on augmente le risque de diabète, etc. C'est vraiment une maladie qui affaiblit très très fort le corps parce que en fonction de la gravité de la maladie, ça peut vraiment venir déjà fragmenter la qualité du sommeil et puis provoquer un choc dans le corps pour provoquer ce petit réveil qui va permettre à l'oxygène de passer. Et évidemment, sur la qualité du sommeil, si le corps provoque des micro-réveils toutes les minutes ou toutes les 2 minutes pour pouvoir respirer, forcément, on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Si toutes les 2 minutes, on est réveillé, ne fût-ce que 3 ou 4 secondes, forcément, on est dans l'incapacité totale de faire du sommeil profond. On reste constamment en sommeil léger, entre le sommeil léger et l'éveil. Et donc, forcément, ça va avoir des répercussions diurnes, ça va avoir des répercussions sur la journée. Quels sont les critères pour savoir si on a éventuellement des apnées ou des hypopnées du sommeil? Et généralement, là, c'est le moment d'envoyer la vidéo à votre chéri, à votre père, à votre frère, à votre meilleur ami, à tous vos potes qui ronflent à chaque fois, là. Donc, c'est le moment de leur envoyer la vidéo. Évidemment, en dehors du critère du ronflement, le premier critère sur lequel il faut être très vigilant, c'est la somnolence. La somnolence, c'est vraiment cette capacité à s'endormir en 2 secondes où que l'on soit. Si vous vous êtes déjà endormi au volant,
c'est un énorme warning, d'accord? Si vous vous endormez dès que vous vous arrêtez, c'est un énorme warning. Si vous avez besoin absolument de faire des siestes tous les jours, c'est peut-être effectivement un symptôme d'apnée du sommeil. Dans un contexte global de ronflement, de somnolence, comme je l'ai dit plus tôt, c'est souvent plus fréquent chez les personnes en surpoids, voire en obésité. Le critère du BMI, de l'indice de masse corporelle à 35, est souvent prédicteur d'apnée du sommeil. Si vous souffrez d'hypertension, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter également. Si vous avez un large périmètre de gorge ou de cou, ça vaut la peine également d'aller consulter. Et particulièrement si vous êtes un homme. Parce que les apnées du sommeil à l'heure actuelle sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Mais je tiens à faire ma petite minute de sensibilisation à nous les femmes. Les apnées du sommeil sont beaucoup trop sous-estimées, sous-évaluées, sous-diagnostiquées chez les femmes. C'est clair qu'on est d'accord, c'est pas très sexy d'aller consulter pour ronflement quand on est une femme. On a tendance à minimiser nos ronflements en tant que femme. Mais il faut savoir que chez nous les femmes, les symptômes d'apnée du sommeil peuvent aussi se traduire un peu différemment que chez les hommes. Bien sûr que le ronflement peut être fréquent, mais ça peut aussi se traduire plutôt par de la fatigue, des maux de tête, un brouillard mental et particulièrement durant la ménopause ou la périménopause. C'est une période de la vie durant laquelle les apnées du sommeil peuvent vraiment apparaître et elles sont beaucoup trop sous-évaluées ou sous-diagnostiquées. Donc si tu te reconnais dans ces symptômes, n'hésite vraiment pas à aller consulter un médecin, un spécialiste du sommeil et d'aller faire un test du sommeil. C'est la seule manière de détecter des apnées du sommeil. Tous les critères que je donne ici, ce sont des critères pour te sensibiliser, t'informer et t'encourager à les consulter. Mais la seule et unique manière de détecter des apnées du sommeil, c'est en passant un test du sommeil. Les apnées ou hypopnées du sommeil, c'est une maladie du sommeil. Ce n'est pas moi, en tant que psychologue, qui vais pouvoir t'aider à régler ton problème d'apnée du sommeil. Non, il faut absolument que tu ailles consulter, que tu ailles passer un test du sommeil. En France, ça se fait bien plus souvent à domicile que chez nous en Belgique. Donc, ça reste confortable, même si on a tout l'attirail, les électrodes, les sangles, etc., les capteurs. C'est pas la nuit la plus confortable de la Terre, mais si tu as l'occasion de pouvoir passer ce test à domicile, c'est tout de suite beaucoup plus confortable que de la passer à l'hôpital, comme dans l'hôpital où je travaillais avant. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que si tu souffres d'apnée du sommeil, tu vas littéralement revivre une fois que tu seras traité pour ces apnées du sommeil. Le traitement principal, ça reste la CPAP, donc la pression positive continue. C'est une machine qui souffle de l'air pour permettre aux voies respiratoires de rester bien ouvertes toute la nuit. Ou il existe aussi une autre technique qui s'appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est une orthèse qui permet d'avancer la mâchoire et de libérer les voies respiratoires pour te permettre de bien respirer pendant la nuit. Il ne faut absolument pas prendre ce problème à la légère parce que c'est vraiment une maladie, c'est un problème de société et encore beaucoup trop sous-diagnostiqué. Mais j'aimerais bien aussi revenir sur la problématique dont on a parlé en tout début d'épisode. Oui, bien sûr que le ronflement, c'est un phénomène de société et c'est un problème à prendre en charge, mais il y a un autre problème associé, c'est l'hypervigilance des conjointes de personnes qui ronflent. Et ça, moi, je le rencontre énormément en consultation. Des femmes, des personnes qui ont déjà des problèmes de sommeil et qui, en plus de ça, développent une hypervigilance liée au ronflement du conjoint. Comme je le disais, soit simplement par la nuisance sonore, mais aussi peut-être par la surveillance, par la crainte, par la peur que le conjoint ne respire plus. Et voire même, il y a des personnes qui vont compter le nombre de secondes d'apnée, etc. Et c'est fondamental d'en parler et de déconstruire ce phénomène parce que au-delà de la tension que cela peut créer dans le couple, parce que il y a beaucoup de couples qui en viennent à faire chambre à part pour ne plus subir ces nuisances, mais aussi parce que ça a un véritable
impact sur la qualité de vie des conjointes. Il y a jusqu'à 69% des personnes qui rapportent une perturbation modérée à sévère liée au ronflement. 54% des femmes rapportent une souffrance du fait d'être témoins des apnées et plus de la moitié des personnes développent de l'anxiété liée au fait d'être conjointe d'une personne qui souffre de ronflement ou d'apnée du sommeil. C'est comme ça qu'on en devient à être une véritable sentinelle, une véritable contrôleuse de la nuit, une vérificatrice. Ça développe vraiment ce sentiment d'alerte que l'on a déjà quand on a des problématiques de sommeil. Et donc franchement, c'est rajouter cette double peine de être stressé avec son propre sommeil et s'inquiéter pour le sommeil de l'autre. Franchement, je pense que quand on a des difficultés de sommeil, on peut bien s'en passer. D'autant plus que les études l'ont montré, quand une personne est traitée pour ses apnées du sommeil, la souffrance du conjoint diminue significativement. Et donc, c'est à ce moment-ci de l'épisode que je passe en mode coup de gueule. Pour être en contact majoritairement avec des compagnes, des conjointes de personnes ronfleuses, mon discours, évidemment, est d'encourager la personne qui ronfle à aller consulter un spécialiste. Et c'est là que beaucoup trop souvent, on est confronté à des personnes qui ne veulent pas aller consulter. C'est encore beaucoup trop souvent les femmes qui sont porteuses de la charge mentale de prendre les rendez-vous médicaux. Et donc, messieurs, si vous ronflez, si vous êtes potentiellement à risque de faire des apnées ou des hypopnées, s'il vous plaît, prenez rendez-vous chez un médecin. Vous attendez généralement beaucoup trop souvent. Les études ont montré que vous en attendez parfois jusqu'à 2 ans. Vous repoussez jusqu'à 2 ans la prise de rendez-vous médical. Et même si vous ne vous rendez pas compte que vous ronflez, essayez de tenir compte des symptômes dans la globalité et d'aller consulter. Dans le meilleur des cas, vous allez retrouver une qualité de vie absolument fabuleuse une fois que vous serez traité. Et dans le pire des cas, vous aurez peut-être ce que l'on appelle un ronflement simple. Ça peut arriver de ronfler en dehors d'apnée du sommeil sans faire d'apnée du sommeil. Bien dans ce cas-là, il y a des gouttières qui existent. Et surtout, libérez la charge à votre conjointe, à votre épouse. Ce n'est pas aux femmes à porter non seulement la souffrance de vivre les symptômes au quotidien, mais en plus de ça, de prendre rendez-vous, de prendre la charge du suivi médical, de l'inquiétude du suivi médical. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités et allez consulter. Les apnées du sommeil doivent être absolument détectées avant toute prise en charge. On ne peut pas parler du sommeil ou prendre en charge les troubles du sommeil sans avoir diagnostiqué au préalable des apnées du sommeil. Comme je l'ai dit, les apnées du sommeil, c'est une maladie du sommeil et elles doivent absolument être prises en charge par un médecin dans un laboratoire du sommeil. C'est la raison pour laquelle, dans la formation que j'ai créée pour les professionnels de l'accompagnement, je leur apprends évidemment à poser les bonnes questions pour détecter ces fameuses apnées du sommeil et, le cas échéant, de déléguer et de renvoyer vers les personnes expertes et les plus adéquates pour accompagner ce genre de problématiques. Si tu es professionnel de l'accompagnement, tu dois pouvoir poser les bonnes questions pour diagnostiquer ou pour détecter ce genre de problématiques. Il en va de la santé. Si le sommeil t'intéresse, que tu as envie d'en apprendre davantage ou que simplement en écoutant ce podcast, tu te rends compte que tes connaissances et tes compétences sur le sommeil peuvent être améliorées, je t'invite à mon événement gratuit pour les professionnels de l'accompagnement. Je te laisse le lien en description. Je sais que le phénomène des apnées du sommeil est beaucoup trop peu connu et encore beaucoup trop banalisé à l'heure actuelle. Donc j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et n'hésite pas à le diffuser autour de toi. Je pense que c'est d'utilité publique que de parler de ronflement et d'apnée du sommeil dans la société. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et d'ici là, faites de beaux rêves!